Bonjour à tous, ici Historique et aujourd'hui nous allons nous aventurer dans le quartier malfamé de Whitechapel. En 1888, ce quartier se situant à l'est de Londres habite 900 000 personnes. Dans ces rues, la violence règne. Les travailleurs pauvres commettent des délits pour vivre, tandis que les femmes sont obligées de se prostituer. Le 31 août, un passant découvre le corps de Marianne Nichols, prostituée de 42 ans, peu avant 4 heures du matin dans la ruelle de Bucks Row. Son abdomen est mutilé et elle est presque décapitée. Le 8 septembre, un vieil homme remarque dans une cour éclairée le corps d'une femme. Il s'agit de Anne Chapman, une autre prostituée. La femme de 47 ans a sa robe relevée au-dessus de sa taille. Elle a aussi été égorgée, presque décapitée, éventrée et mutilée. Ses organes reposent sur le sol, près de son épaule. Son utérus et sa vessie ont été extraits. Il est 6 heures du matin. Le 30 septembre, à 1 heure du matin, un travailleur découvre une femme allongée dans la cour d'entrée d'un club, le Dutzfield's Yard. Ses vêtements sont recouverts de sang. Elle est elle aussi égorgée, mais pas mutilée. Il s'agit d'Elizabeth Street, 45 ans, qui se prostitue occasionnellement. 45 minutes plus tard, les enquêteurs découvrent un quatrième corps, à quelques centaines de mètres. Catherine Eddowes, 46 ans, qui se prostitue elle aussi occasionnellement, a été égorgée. Sa robe est relevée jusqu'à sa taille, ses organes sont à l'air libre et son visage est très abîmé. Son rein gauche et son utérus ont été prélevés avec soin. Le 9 novembre, les rues sont bondées car c'est un jour de fête. Un commerçant s'inquiète de ne pas voir l'une de ses colocataires. Il envoie son apprenti pour se faire payer les dettes que la cliente avait. Lorsqu'il regarde par la fenêtre, il découvre le corps mutilé de Mary Kelly, 25 ans, qui se prostitue occasionnellement. Allongé sur le lit, les jambes écartées, son abdomen et l'intérieur de ses cuisses ont été enlevés. Ses organes sont disposés autour de son corps, ses seins sont coupés, ses bras ainsi que son visage sont déchiquetés. Elle est connue comme la dernière victime de Jack l'Éventreur. Après le premier meurtre, l'inspecteur Frederick George Aberline est chargé de l'enquête. Malheureusement, il ne trouve aucun indice, aucun témoin, aucune arme du crime. Pour le deuxième meurtre, les témoignages recueillis sont stupéfiants. Personne n'a entendu de cris, ni vu un individu se promenant les vêtements tachés de sang, un couteau à la main. Une chose est certaine, quelqu'un aurait aperçu la victime vers 5h30, discutant avec un homme brun d'une quarantaine d'années, portant un chapeau de chasse marron et un manteau sombre. Selon le témoin, il paraissait étranger. La population, trouvant la police inefficace, va trouver un bouc émissaire, les Juifs. De nombreux suspects sont arrêtés et interrogés, mais ils sont très vite relâchés. L'inspecteur Aberline tourne en rond. Le troisième crime, et ce malgré la non-mutilation du cadavre, est attribué au tueur en série. Selon la police, il aurait pu être dérangé. Pourtant, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. L'inspecteur va recueillir de nombreux témoignages pour le troisième et le quatrième meurtre. Des promeneurs auraient aperçu un homme discutant avec ces deux jeunes femmes. Il avait environ 30 ans, les cheveux bruns, une moustache, une casquette noire et un manteau sombre. C'est la même description physique que pour le deuxième meurtre, mais on ne trouve toujours pas des traces matérielles. Un fragment du tablier ensanglanté d'Eddowes a été trouvé à l'entrée d'un bâtiment sur Goulton Street. Un écrit est retrouvé sur un mur à proximité, mais rien ne prouve qu'il sort de la main du meurtrier. Le chef de la police, Charles Warren, craignant des émeutes antisémites, a ordonné que ce graffiti soit effacé avant l'aube. Il disait « Les Juifs sont les hommes qui seront blâmés pour rien ». Les habitants de Whitechapel sont terrifiés. Toutefois, certaines personnes s'amusent de la situation. La police va recevoir des centaines de lettres, mais seulement 3 vont attirer l'attention. La première s'intitule « Dear Boss » et a été reçue le 1er octobre 1888 à l'agence de presse Central News. C'est la première lettre signée avec Jack l'Éventreur. Ce surnom restera. Voici la lettre.
25 septembre 1888. Cher patron, j'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait les intéressants en déclarant être sur la bonne piste. Cette histoire de tablier de cuir n'est qu'une vaste blague. J'en ai après les putes et je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai pas laissé à la fille le temps de couiner. Comment pourrait-il m'attraper maintenant? J'adore mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes amusants petits jeux. J'ai gardé un peu du liquide rouge dans une bouteille de bière lors de mon dernier boulot afin de pouvoir écrire avec, mais c'est devenu épais comme de la colle et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire, je pense. Au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Gardez cette lettre sous le coude jusqu'à ce que je travaille un peu plus. Après, sortez-la. Mon couteau est si beau et si bien aiguisé que j'ai envie de l'utiliser tout de suite si l'occasion se présente. Bonne chance, cordialement, Jack l'Éventreur. Ne m'en voulez pas d'utiliser un surnom. PS, je n'ai pas réussi à poster ça avant de m'être débarrassé de toute l'encre rouge sur les mains. Vraiment pas de chance. Ils disent que je suis un docteur maintenant. La deuxième lettre s'intitule Saucy Jack et a aussi été reçue le 1er octobre à l'agence de presse Central News. La carte postale mentionne les détails du meurtre de Catherine Eddowes, dont un bout d'oreille avait été coupé. Voici la lettre. Je ne plaisantais pas, cher vieil ami, quand je vous ai donné le tuyau. Vous entendrez parler du travail de Saucy Jack demain. Événement double cette fois. La numéro 1 couina un peu, je n'ai pas terminé d'emblée. N'avais pas eu le temps de couper les oreilles pour la police. Merci d'avoir gardé la dernière lettre jusqu'à ce que je retourne au travail encore. Jack l'Éventreur. Après expertise, la police conclut que ces deux lettres avaient été écrites par des journalistes en quête de scoop. Le 15 octobre, George Lusk, le président du Whitechapel Vigilance Committee, reçoit une lettre accompagnée de la moitié d'un rein, probablement celui de Catherine Eddowes. La lettre était remplie de fautes d'orthographe, imitant un accent, comme pour camoufler une écriture. Contrairement aux autres lettres, elle n'est pas signée Jack the Ripper. Voici la lettre. De l'enfer. Monsieur Lusk. Monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme conservée pour vous. L'autre partie, je l'ai frite puis mangée. C'était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qui l'a pris si seulement vous attendiez un peu plus longtemps. Signé. Attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur Lusk. Les techniques de l'époque n'ont pas pu affirmer que le rein provenait de la quatrième victime. Cette lettre aurait pu être écrite par Jack l'Éventreur, mais il n'y a aucune certitude. Pour le dernier meurtre, la police va travailler d'arrache-pied. Chaque piste est suivie, chaque suspect est longuement interrogé. À chaque fois, c'est l'impasse. Les capacités policières sont remises en cause par l'opinion publique et la presse. Des témoins, interrogés sur ce quatrième meurtre, décrivent le même homme, toujours introuvable. Après avoir épuisé toutes les pistes, le dossier Jack l'Éventreur est classé en 1892, année où l'inspecteur Aberline prend sa retraite. Lors de la commémoration des 100 ans des meurtres de Whitechapel, deux ex-profileurs du FBI, Roy Hazelwood et John Douglas, établissent le portrait psychologique de Jack l'Éventreur pour une émission de télévision. En se basant sur les rapports d'autopsie, les faits et les dossiers de police, c'était un homme blanc, âgé de 25 à 30 ans, d'intelligence moyenne et sans doute brun. Comme tous les meurtres se déroulent uniquement les week-ends, il a un emploi régulier. Ses sorties nocturnes s'expliquent par le fait que c'est un homme célibataire, solitaire, discret et peu intégré à la société. C'est un monsieur tout-le-monde, ce qui lui permet de se fondre dans la foule et de disparaître dans les ruelles. Toujours selon le profil des deux agents du FBI, ces meurtres sont spontanés et opportunistes. Le premier assassinat a sûrement eu lieu près de son domicile. C'est un tueur à la fois organisé et désorganisé. Il prend soin de s'habiller pour inspirer la confiance, approche ses victimes tranquillement à la manière d'un client potentiel, les amène dans un coin sombre, puis se jette sur elles pour assouvir sa frénésie de sang et de mutilation. Quant au choix de ses victimes et la nature des mutilations, les deux experts pensent que cet homme a pu être abusé par une femme dominante qui l'a élevé. Enfant, il a dû extérioriser cette rage en mutilant des animaux. Quant à la boucherie de ses crimes, il l'attribue à des pulsions sadiques qui le hantent. D'après les témoignages, les victimes de Jack l'Éventreur étaient souvent saoules. Il choisissait des prostituées car c'était des cibles faciles. Les médecins légistes de l'époque se contredisent sur la connaissance anatomique du tueur. Certains pensent qu'il est éduqué et habile,
d'autres qu'il n'y connaît rien. Il y a pourtant deux certitudes. La première est qu'il n'y a aucune trace de viol ou de masturbation sur les corps. La seconde est que la violence utilisée par ce tueur jusqu'au dernier meurtre montre que Jack l'Éventreur ne tuait pas sans raison. Un accident ou une arrestation a dû le faire arrêter. Même si le nombre officiel de ses victimes s'élève à 5, les experts sur ce sujet pensent qu'il y en aurait eu plus, mais le chiffre reste lui aussi un mystère. Voici les 3 principaux suspects, le nombre de suspects dépassant la centaine. Le prince Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria, il est atteint de troubles psychiatriques. Il écume le quartier de Whitechapel. Arrêté puis interné, la police ferme les yeux au vu de sa condition sociale. Il s'évade et est rattrapé après la mort de Mary Kelly. Mais il possède un alibi incontestable pour le jour du meurtre. Il fêtait l'anniversaire de son père, le prince de Galles, dans un château écossais. Aaron Kosminski. Immigré juif polonais et résident à Whitechapel, il est paranoïaque, déteste les femmes, en particulier les prostituées, et a de fortes tendances d'homicide. Il est envoyé dans un asile en mars 1889. Seweryn Kosowski. Barbier polonais au moment des meurtres, il est connu pour avoir empoisonné 3 épouses successives. Il sera pendu en 1903 pour ses crimes. Toutefois, la probabilité qu'il soit Jack l'Éventreur est très faible, car il est exceptionnel qu'un tueur en série change de mode opératoire. Je fais une petite aparté pour démentir ce qui est pour moi la fausse preuve la plus tangible. Un morceau de tissu a été prélevé à côté de la victime, présentant l'ADN du prince Victor. Beaucoup de gens croient donc que c'est cette personne qui a été Jack l'Éventreur, mais pour moi, c'est une hypothèse qui peut être facilement contestée. En effet, il a très bien pu être un client de la victime avant qu'elle soit tuée. Donc cette hypothèse ne tient pas la route. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a surtout intéressé. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonsoir.